Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue. Nous sommes présentement en direct du Startup Fest à Montréal. Super bel événement, ça bourdonne d'activités, d'idées, d'innovations. C'est une très belle place à y être. On aimerait par contre qu'il y ait un peu plus de manufacturiers, d'entreprises implantées qui viennent s'inspirer du Startup Fest. C'est un peu une introduction qu'on va faire avec Monsieur Nicolas de chez Nick & Co. Oui, Et en co-animation avec Thierry. Écoutez, aujourd'hui, manquez pas le podcast. On va parler, là, je pense que je parle avec, c'est drôle, il s'appelle Nicolas, mais c'est un petit peu mon alter ego au niveau des compétences. J'en dis pas plus, mais on va parler de transfo numérique, de culture numérique en entreprise. On parle d'où les manufacturiers, d'où est-ce qu'ils devraient débuter. On va parler de data lake, de data centric, mais accessible au commun des mortels parce qu'on a Thierry qui est avec nous pour rendre ça accessible aussi. Manquez pas ça comme podcast. Merci tout le monde. En débutant, j'aimerais connaître l'homme, l'individu, avant de parler de l'entreprise, d'où on s'en va, les ambitions. J'aimerais avoir peut-être un petit peu un parcours pour mieux te connaître. D'où viens-tu? Ben oui, Nicolas. Écoute, imagine que je commence mon parcours professionnel au moment où les bases de données relationnelles arrivent en ville. Les fichiers DBF? Les fichiers de base de données. Hein? Donc, Wow. Oracle, DB2, hein, le monde entrepreneurial commence à voir. Fox Pro comme langage de programmation. On quitte DBase 3+. On arrive dans un monde où la base de données va devenir le centre ou le système d'information. 1995? Ah, je te dirais 87. 87, mais OK, ouais, c'est... Juste une décennie, mais c'était proche. Là, des fois, il faut y aller. 88. OK, je suis encore au primaire, c'est pour ça que des fois, les... Donc, rapidement, je prends un intérêt dans ce qu'on appelle la modélisation de ces données-là. Oui. Donc, de créer un modèle, ce qu'on va appeler maintenant un jumeau numérique aujourd'hui. Absolument. On appelle ça un modèle de données qui va supporter la création des systèmes. Okay. Parfait. Et il y a très peu de systèmes dans les entreprises à l'époque. Hein? Un ou deux gros systèmes écrits en COBOL qui ne bougera pas beaucoup. Il y a encore des livres avec des contentés comptables, là, quasiment, où est-ce qu'on refait la retranscription. J'ai peut-être déjà vu des cartes perforées. OK, ouais. Traîner quelque part. On est à cette époque-là. Okay. Donc, fast forward, on se retrouve avec les entrepôts de données 10 ans, 15 ans plus tard. Là, oui. Beaucoup d'entreposage de données. Encore une fois, on tourne autour de la donnée. Donc, je crée une société qui va permettre de donner des services, de la consultation à des banques, des grandes sociétés de telco qui vont vouloir se doter de l'entrepôt de données. Hein, qui vont dire, ben nous, on va sortir les données qui sont du système opérationnel et on va les amener dans un autre endroit où on ne va pas déranger les transactions. OK. On ne va pas déranger le commerce ou le système. Donc, on crée l'entrepôt, on crée les premiers tableaux de bord. Alors là, on est dans les années 2001, 2005. Business Intelligence. On arrive à ça. T'en as entendu parler? Ben, j'en ai entendu parler, puis je suis curieux de voir ta définition. C'est tellement galvaudé. J'ai des tableaux de bord et ainsi de suite. Puis, fait que ça, j'ai ma définition. J'en ai vendu pour plusieurs millions. OK, c'est bon. Je peux te dire, j'ai des tableaux de bord, virgule, mais je les regarde peu. Ben, c'est ça. Hein, je le regarde peu. Exactement. Et pourquoi on ne regarde pas le tableau de bord? On en fabrique de toutes sortes, avec toutes sortes de technologies. Pourquoi on arrive à un point où on dit que ce n'est plus un outil qui attire cette attention-là? C'est juste t'attirer le micro un peu. Alors pourquoi? Dessus. On tire sur le micro. Ouais. Alors, on y est. Tu te mets à l'aise, tu peux l'apporter. Le bras, il est télescopique. I own the stage. Ouais, c'est parfait. Exact. Alors, la raison est assez simple. C'est que elle devient simple. C'est que par le temps qu'on construit le tableau de bord, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est du CAPEX, on le met en production. Le contexte d'opération change, lui, sans arrêt. Toujours. Alors que le tableau, les entrepôts qui sont en dessous, les data marts par lesquels on a fait transiter les données, sont fixés par des règles assez fixe. Hein? On prend l'ETL. Pas le choix, il y a une stratégie d'acquisition de données. Tu montes ton extract, transport and load, ton ETL, il rentre là, puis ça devient statique un peu. Là. Exactement. On peut faire extract, load and transform après. Donc, on change toutes les techniques. On arrive au même résultat, c'est que certaines entreprises vont avoir, et là, on fait un autre saut, peut-être 2010-2015, plusieurs versions de l'entrepôt. Oui. Certaines banques ont même jusqu'à 4-5 entrepôts de données parce qu'ils n'ont pas été capables de remplacer les entrepôts et les tableaux de bord respectifs. Fait qu'on accumule, on fait des couches.
OK. On se retrouve avec plusieurs systèmes. C'est nono, mais c'est de la pollution, ça, jusqu'à un certain point. Moi, j'adore le concept de l'hygiène numérique quand on rentre dans ce niveau-là, puis de redoubler, recréer d'autres entrepôts de données, un par-dessus l'autre, sans nécessairement faire le ménage. C'est de la pollution jusqu'à un certain point. C'est de la pollution. Et on se rend compte un jour que cette modélisation-là mène nulle part. Et on va donc arriver avec un concept qui est le lake. Data lake, oui. Le data lake. Qu'est-ce qu'on fait dans un data lake? C'est par fonction dans l'entreprise, un data lake, souvent. Fonction. On va essayer de le faire par fonction. En théorie. En théorie. Puis, encore là, on va essayer de recréer des tableaux basés sur des besoins. Fait que si on part du besoin, on crée le système d'information, puis on se rend compte que le besoin change beaucoup plus vite. Enfin, je ferai une pause. Là. Ça change plus vite maintenant que ça ne l'a été dans les 40 dernières années. OK. Donc, on doit trouver des façons de faire évoluer les systèmes d'information aussi vite que les changements arrivent. Et ça, c'est une contrainte en soi. Parce que n'oublie pas que l'entreprise tend à vouloir être stable, protéger les marges, protéger les opérations. Donc, on ne veut pas modifier le système tant que ça. On a une certaine appréhension. Surtout si tu viens du modèle du monde bancaire. Là. C'est sûr que c'est très conservateur, blue chip. J'ai travaillé dans l'aérien aussi. Dans l'aérien, même chose. On fait décoller des avions, on embarque des gens dans les avions. On ne va pas vouloir trop changer le système opérationnel. D'accord? Donc, évidemment, je crée donc à travers ça une entreprise, je l'amène en bourse, j'installe des bureaux à Paris, j'installe des bureaux à Mexico, je deviens CEO d'une compagnie publique. Très tôt, trop tôt, peut-être pour les mauvaises raisons, mais parce que c'était possible, puis parce qu'à l'époque, avec un très, très petit niveau de revenu, on était capable d'aller en bourse. Donc, ça, c'est les époques 2004-2005. Le TSX V, donc le petit TSX, est disponible. C'est quelle cloche de la bourse que tu as fait un IPO? C'est le TSX V. Donc, le TSX, okay, ici, à l'époque à Montréal. Oui. Et puis, un petit IPO pour lancer les premières acquisitions. Donc, on va faire, entre 2005 et 2015, une série de petites acquisitions. OK. Mais encore une fois, à très petite échelle, aller public, ça demande c'est une distraction, en fait, pour le CEO, parce qu'il se retrouve avec 2 entreprises à gérer. Hein, exactement. Et c'est peut-être Puis il n'est pas axé sur la création de valeur pour le client directement. Il est axé sur sa structure, son IPO, ses partages d'informations avec les investisseurs. C'est un autre bébite qui vient de se créer. Là. Et ses compétiteurs. Et ses compétiteurs, absolument. Les compétiteurs voient tes chiffres, voient tes états à tous les 3 mois. Lui, il n'est pas contraint de faire ça. Donc, il essaie d'en tirer parti. Je peux donner la règle. Il va lire. C'est très rare qu'il va pouvoir copier. Hein? C'est très rare, mais tu es quand même exposé. Ça va te donner une certaine notoriété pendant un certain temps. Ça va donner un hype à l'organisation. Mais par rapport aux clients? Par rapport aux clients, non, j'ai été relativement déçu là-dessus. OK. Quand on allait en clientèle, que ce soit des grandes organisations publiques, parapubliques, on dit on est public. Donc, oui, bon, OK, ça va. Avez-vous les bonnes ressources? Avez-vous la bonne façon de travailler? Ça nous importe. Ça a été rapidement quand même balayé comme différenciateur ou quelque chose qui prouve qui donne une certaine confiance en l'entreprise. Ça va aider l'entreprise de se qualifier. OK. Donc, se qualifier chez des grands donneurs d'ordre qui exigent une certaine stabilité, une organisation. Tu vas te faire qualifier parce qu'on sait que tu as des processus que tu répètes. Ils sont transparents. Puis, complètement, oui. Donc, tu as une certaine reddition de compte. Donc là, ça va bien. Ça n'aide pas le côté technique de l'organisation. OK. Donc, tu ne vas pas offrir de meilleures solutions parce que tu as cette structure-là. On comprend ça. Absolument. Donc, éventuellement, je privatise ça, je vends ça et je décide tout d'un coup de lâcher le service conseil et je me dis, je vais donc créer un logiciel. C'est quand même classique, hein? Souvent comme évolution dans l'entreprise. Beaucoup commencent dans le conseil. Oui. Puis maintenant, quand on atteint une certaine maturité, on vient qu'à se dire, je veux que ça devienne un produit. Cette compétence-là que j'ai bâtie durant des années, c'était ça un petit peu la réflexion? Ben, je pense, puis Thierry, tu vas être d'accord avec moi là-dessus, ceux qui font du service rêvent d'avoir un produit. Absolument. En anglais, on dit productize your service. Productize your service. Si tu peux, là, c'est génial parce que tu n'as pas besoin d'être partout, répondre à des questions partout. C'est le produit que tu as conçu, c'est ta vision de comment devrait être réglé ce problème-là qui fait en sorte que ton produit a une valeur. Et c'est vraiment ton IP personnel là, que tu peux faire pour la mettre en marché et être utile pour ce marché-là. Exactement. Alors, ça vient avec évidemment le désir de créer une organisation qui va être plus légère, plus agile, qui va être bootstrap par ailleurs. Donc, tout le contraire de celle qui a été financée. Oui.
Donc, je me dis, je vais lancer quelque chose, Bootstrap, et on va essayer de frapper à la porte de clients avec quelques idées de produits, même pas des MVP, hein, des prototypes, OK. Puis et on va voir si ça marche. Hein? Donc, bien là, on est rendu 2015 à peu et près, là, on est c'est ça? rendu 2016, 2015 OK. déjà. Donc, j'ai lâché le BI, j'ai fermé tout ça. Je suis à la maison et je me mets à coder. OK. Et je code avec des technologies low-code, no-code, Oui. parce que j'ai Ouais. perdu mes compétences de programmeur à date des années 80. Le cobalt est rendu mort. C'est fini. C'est terminé, ouais. Alors, on est ailleurs, mais on découvre ces logiciels-là qui te permettent donc d'assembler des morceaux de code rapidement, Mhm. créer des interfaces, monter un site web, Absolument. faire du transactionnel et tout ça. Je ne perds pas mes compétences de modélisation, elles sont toujours là, donc je crée vite le modèle et j'offre à l'industrie de la gestion immobilière à l'époque un système de billetterie. Il va répondre aux besoins des locataires. Donc, le locataire, sur son téléphone, place une demande et ça rejoint le technicien qui vient faire le travail. OK. Ça a l'air simple, mais c'était pas mal inexistant à Montréal. Donc, on a rapidement gagné, je te dirais, 100, 200, 300 immeubles, Quand même. dont la place Ville-Marie OK. à l'époque, dont le Mille de la Gauchetière, la Caisse de dépôt, Price à Québec. C'est quoi tes clients? C'était des CBRE de ce monde? Les gens Exactement, des opérateurs Ouais, OK. immobiliers. T'as su bien cibler qui était le client Oui. hein, pour ça? Oui, ben, on est allé voir Groupe Mac et Ivanhoe Cambridge. OK. Donc, rapidement, on s'est Ouais. dit, on va le faire à gros volume. Et l'expérience que j'avais acquise à traiter avec des grosses organisations, Oui. ben, nous a aidé donc, à gagner ces contrats-là, même si à l'époque, on était 2, 3 éventuellement. Donc, rapidement, on crée le logiciel. Il devient, 3000 utilisateurs, 500 immeubles, c'est bien. C'était quoi le modèle de rémunération ou le modèle de monétisation de la plateforme? Je suis curieux quand Oui, même, vite. c'est une bonne question. Et en fait, ça n'était pas important au début. Parce que Le comment on va faire de l'argent n'était pas Non, important au début non, de la startup non. privée. Là. C'est ton argent à toi. Là. oui, mais pas du tout important parce que ce qu'il faut, c'est occuper l'espace. Il OK. faut avoir la licence qui est sur le site Oui. que tout le monde convoite. Donc, OK. si on convoite les joueurs que je t'ai nommés tout à l'heure et bien d'autres qu'on a eus, dans les RPA d'ailleurs, Oui. si on convoite ça, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de fonctionnalité au moment où tu peux la livrer. Après, on va ajuster le prix tout en restant raisonnable et accessible. Ouais. Donc, on avait une licence, je te dirais, annuelle Oui. par édifice, Peu importe le nombre de portes, peu importe le nombre de portes, requêtes peu importe le nombre de d'utilisateurs. requêtes, peu importe le nombre Bien simple. d'équipements. Là. Et Ouais. de là, on a greffé des modules. Oui. Donc, on s'est dit, réservation de salle, maintenance d'équipements. Donc, j'ai créé tout un système de GMAO pour gérer des équipements. Oh, ouais. Et on a adapté la fonctionnalité après avec le prix. On a dit, si tu veux la fonctionnalité de GMAO, il y a quelques dollars de plus sur ce bâtiment-là, mais tu n'es pas obligé de les prendre, c'est une option. OK, fait que tu commençais à voir les besoins du client, puis là, tu ajustais le tir en fonction de ses Thierry, besoins. La R&D Ouais. alimentée par l'input du client Ah, en temps réel. en temps réel. Hey. Donc, le matin même, le client dit ce genre de workflow-là ne fonctionne pas, l'écran ne marche pas. Le lendemain, 24 heures après, on avait la version corrigée. Parce qu'on utilisait des technologies de développement très rapides. Low code, no code. Low code, no code. Absolument. Qui ont des tendances encore aujourd'hui. Je le vois un petit peu moins. C'est ralenti. C'est ralenti, là, Ouais. présentement, ça, mais C'est quand même ralenti. présent. Donc, l'idée est là, donc de prouver Mhm. qu'on peut, de façon, avec très peu de capitaux, aucun marketing, zéro, pas de présentation, aucun pitch à personne. Mais de l'expérience. Je vais dire un petit peu d'expérience. Quand même, là. Quand même, Ouais, un petit mais- peu d'expérience marché, accompagné par un partenaire aussi qui avait l'expérience des bâtiments. Oui. Donc, ça prend quelqu'un qui est dans le métier, qui t'explique ce que ça veut dire de gérer un bâtiment. Et je vais vendre mes parts à mon associé en 2021-2022 OK. pour retourner. 2022, c'est une date importante. Au mois de novembre 2022, il y a une petite équipe qui sort un LLM comme ça, qui devient public. Et tout d'un coup, l'intelligence artificielle n'est plus une question de laboratoire et d'université. OK. Mhm. C'est une question publique. Ouais. L'intelligence artificielle va devenir ChatGPT, Chat entre autres. GPT. Absolument. Là. une question publique. Mhm. Et donc, je me dis, il est temps pour moi de revenir Dans le service conseil. dans le service conseil. C'est fou, OK? C'est comme un retour à la case, pas départ, mais tu sais, départ. un retour aux sources, mettons. Oui. Ouais.
Mais on se rend compte que quand on a un logiciel, on est pris dans sa propre réalité. Ouais. Et On se crée des contraintes, là. on se crée des contraintes. C'est ça. Sauf que le banquier, c'est ça qu'il veut voir, des récurrences. Ben, c'est correct le court terme, c'est correct le Euh, retour sur l'investissement. Ouais. On est d'accord avec ça. Mais quand on est dans l'expertise qu'on a acquise et le conseil, on veut voir du monde. Oui. On veut voir des situations sur lesquelles on peut intervenir. Mm. On veut aussi aider l'autre à réussir. Sans être peinturé dans le coin avec un logiciel. Ben, et Il faut oui, être capable d'éclater en dehors On de éclate. cette belle boîte-là qu'on a créée. exactement. Et on arrive à un point où maintenant le système d'information OK, exploite de plus en plus la donnée comme un actif. Oui, Ouais. absolument. C'est de l'or blanc, là. C'est de l'or blanc. Exactement. Ouais. Et dans le manufacturier, dans le bancaire, mais surtout dans le manufacturier, on se rend compte maintenant qu'on doit, via des capteurs, Oui. Via des processus beaucoup plus rapides, on doit accumuler ces tonnes et des tonnes de données-là. Mm. On n'a pas le temps de tout stocker, on comprend bien ça, Mhm. mais il faut les interpréter, il faut prendre des décisions qui vont avoir un impact sur la chaîne de production. C'est ça qu'ils disent. Ils disent data is the new oil, mais c'est vraiment comment tu utilises ce data-là qui va faire en sorte qu'il va avoir une valeur ajoutée. Alors, Data is the New Oil, c'est excellent, Ouais. mais c'est salissant. Exactement. Donc, il y a énormément de données. Il faut être capable de raffiner ça Ouais. jusqu'à un point où ça devient un data product, Mhm. OK, qui a un sens dans le système d'information de ton organisation. OK? Ouais. Et je me rends compte, en consultant beaucoup de monde, plusieurs industries, que au moment où les AI arrivent dans les mains de toute la communauté, au Mhm. moment où les AI passent par le public, on a une espèce, je vais prendre le mot anglais, on a un bypass de l'organisation. C'est Mhm. bring your own AI. On a beaucoup d'organisations pas prêtes à l'AI, Mm. mais tous les employés l'ont Énormément. déjà. Absolument. Et- À leur propre sauce, là. Ah, oui. Désorganisés entre eux, puis Public. ça, ah oui. Public. Donc, il y a un saut à faire encore en transformation numérique. Il faut comprendre la donnée comme étant un actif, Oui. savoir quoi faire avec, en disposer comme il faut, pour éventuellement dire, OK, là, on est prêt à accueillir cet algorithme-là. On est prêt à accueillir un petit peu d'intelligence artificielle aux bons endroits. Mm. Il faut réfléchir aussi à comment je transforme mon organisation, comment je forme mes gens, Ouais. comment je les protège. Mhm. La cybersécurité est un enjeu. Absolument. Ah ouais, dans tout. Et comment aussi j'accompagne mon organisation à progresser dans l'utilisation de ces moteurs-là. N'oublie pas une chose, ces moteurs-là aujourd'hui évoluent à un rythme qui s'accélère. Absolument, c'est exponentiel, là. C'est exponentiel. On a maintenant aux 4 à 8 semaines une technologie de rupture. Dans, Pour les, 4 à 8 semaines. dans les LLM, on a découvert Omni. On s'est dit, bon, Omni, enfin, on va travailler avec la version GPT 4.0 Oui. Ouais. Omni. On n'a pas eu le temps de souffler. Anthropic est arrivé avec Claude 3.5 Sonnet. Excusez, c'est très technique, mais Mais c'est correct, on est dans la communauté numérique. voilà. Mais, on a un saut de rupture. C'est plus rapide, c'est plus performant et ça Mhm. consomme moins parce que cet engin-là est moins complexe. Pareil. ça, c'est plus sustainable quand même là, par rapport à tout ce qui est le développement durable aussi, parce qu'il faut le considérer. Hein. Bon. Tu sais, 1 heure avec ChatGPT, là, je Ouais. pense que ça équivaut à, si je me rappelle bien, c'est un 18 litres d'eau Ouais, potable. c'est ça que j'ai entendu aussi. Il y a des technologies qui ont été mises de côté au printemps parce que, je donne un exemple, générer une vidéo de 30 secondes à partir du texte, ça consomme presque autant d'énergie que la consommation d'une maison pendant une semaine. C'est triste, hein? Wow. Alors, on ne peut pas mettre ça dans les mains de 8 milliards d'humains. Hey. Non. On n'a tout Là, simplement on pas le comprend. grid pour ça. Pour Mais ça, s'amuser, ils vont c'est aller ça, juste. exactement, là, juste Mhm. patenter des affaires, là, mais ça vaut quoi? Et puis, qu'est-ce que ça consomme? Ça, on entend moins cet Non, argument-là. non. Alors, on doit être radical, je pense, dans le bon terme. On doit poser la question de est-ce qu'on devient de plus en plus dépendant de l'électricité Ouais. qu'on nous donne et est-ce qu'on l'utilise à bon escient? Est-ce que Mhm. je vais me nourrir avec ça? Est-ce Ouais. que je vais construire une maison? Est-ce que je vais opérer une société? On se rend compte qu'on est pas mal dans le ludique et à utiliser cet outil-là pour faire des sommaires de réunion, des agendas, générer des vidéos, faire de la créativité, mais ça consomme énormément d'énergie. Les processeurs d'NVIDIA maintenant sont rendus immenses. Mhm. Donc, on avait des petits processeurs et des cartes, mais ça ne cesse de grossir.
L'action C'est- d'NVIDIA, tout le monde la suit. Elle a été Ouais, divisée c'est- par 10 il n'y a pas longtemps. Ouais. Pas pour rien. C'est sûr, puis tu sais, c'est des paradigmes de consommation dans la société. C'est tout ce qui est la, le paradigme de se dire c'est une consommation linéaire des ressources, il va toujours en avoir de plus en plus, puis beaucoup de modèles économiques sont basés sur la croissance. Puis il faut toujours consommer plus, puis grossir, sinon tout s'effondre. Ouais. C'est ça qu'il faut revoir. Mais je reviens un peu parce que la majorité de nos gens qui nous suivent, c'est des manufacturiers. Exactement. On s'adresse beaucoup aux manufacturiers. Puis tu me parlais de devenir un peu plus data-centric. Oui. Par rapport aux entreprises. Oui, il ne faut pas le faire à l'extrême non plus parce que ça ne crée pas de valeur, puis ça consomme, puis ça pollue, puis c'est pas sustainable comme modèle d'affaires. Ouais. Par où un manufacturier devrait débuter? Là? Quelqu'un là, qui est encore là, comme il y a 20, 30 ans, comment est-ce qu'on débute ça? Puis tout ce que tu me nommes, tu sais, ce que je vois, c'est, moi j'appelle ça la culture numérique. C'est la culture. Puis je le dis, moi, le numérique chez mes clients qu'on accompagne, qui sont mes partenaires, beaucoup plus que mes clients, souvent, je leur dis, tu sais, c'est pas des outils numériques. Le numérique, c'est rendu une fonction. C'est une fonction propre à l'entreprise. On est à l'ère du numérique, c'est de la culture. Par où une entreprise qui a un certain héritage, qui n'a pas évolué, devrait débuter? Quelles sont les premières zones Oui. qu'il faut regarder dans une entreprise? On reviendra au Startup, on est au Startup Fest On est au après, oui. mais je vois dans une entreprise, tu sais, par où on débute? J'aime beaucoup ta question parce qu'elle amène aussi le questionnement de l'organisation, comment elle va voir cet actif-là. Et via son organisation, on va comprendre l'importance qu'elle lui donne. OK. Si dans ton organisation manufacturière, il y a un titre qui résonne au niveau des données, donc chef de la transformation numérique, Ouais. directeur des technologies, Mhm. CIO, hein, chef de l'information. C'est une fonction, là. C'est une fonction. Ouais. Bon, donc, on y a alloué un budget Oui. avec des capitaux et on Ouais. dit, bon, Une Ouais, structure collaborative, c'est de la responsable. transversalité, du temps au au board meeting et ainsi de suite. oui, est-ce que tu as accès à ces comités-là? Est-ce que ou tu es juste en charge pour réparer l'infrastructure? Je suis tellement content de te parler, Nicolas. Pour vrai, là, je te le dis, là, un moment donné, je vais commencer à mettre fin au podcast parce qu'on va jaser pendant 6 heures. Je tiens à te dire là, que présentement, tu es assis sur la chaise bleue. Et j'adore Ouais. cet espace-là. Puis la chaise bleue, ce que ça représente, là, c'est Jean-Nicolas, 25 ans, qui est programmeur, qui travaille dans un manufacturier, dans le sous-sol, dans un garde-robe, puis que le président reçoit l'appel de quelqu'un qui veut vendre un ERP, puis le président, il dit, ou la présidente, parle avec Jean-Nicolas, c'est lui qui prend soin des TI, je veux rien savoir. C'est ça. Et voilà. Fait que la chaise bleue, sa raison d'être, c'est d'amener à la table stratégique les gens de TI pour que la tech pour la tech, dans ma tête, ça ne crée pas de valeur dans l'entreprise. Ce que ça crée, c'est de la vélocité. Exactement. Et ça vient qu'à aider les humains, les processus, les éléments de création de valeur aux clients à s'accélérer. Mais si en amont, c'est pas bien fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accélère le chaos, on fait des dépenses, ce n'est plus un investissement. Fait que tu es assis à la chaise bleue, puis avec les propos que tu m'apportes, tu es une des personnes que j'adore voir assis là, avec qui il faudrait que je garde contact. Merci. Ça, merci. c'est- Alors, imagine que le système d'information, c'est le système nerveux de ton organisation. Absolument. Bon, alors, je reçois un coup sur le pied, puis dans 3 semaines, on me dit, tu as reçu un coup sur le pied, voici le rapport. Ouais. Ben, ça n'a pas de sens. Non. Et Ça, là, c'est un état des résultats. Oui, C'est des résultats à la fin du mois que les gens Exactement. regardent. Mais ce que tu veux, c'est prendre action en temps réel pour corriger une situation live. j'ai un cas à Québec, je n'aimerais pas, mais il y a une émission de polluants qui se produit. Oui. Et c'est 14 jours après que les capteurs ont filtré, traité, amené l'information et produit un rapport pour dire qu'il y a eu une émission. Mais il est Ouais. trop tard, l'émission s'est produite. Puis le Ouais. meeting, il était dans 2 semaines. Fait que Dans c'est 2 là qu'on semaines. revise l'information. Donc, on veut un système nerveux, Mhm. hein, un système d'information qui processe, qui réduit le temps finalement. On veut réduire le temps de décision, augmenter la cadence de certaines décisions, être capable Oui. de Ouais. réagir beaucoup plus vite. Ouais. Et pour ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que l'organisation est consciente qu'elle exploite pas simplement une chaîne de transformation? Mhm. Si je fais de l'acier, Oui. mettons, je fais des poutres ou je fais des trains, est-ce que j'ai aussi une transformation numérique? Est-ce que je transforme un actif informationnel de la donnée brute en décision? Est-ce que j'ai ça? Si la question c'est non,
Ben, à la bonne heure, c'est le temps de le faire. On va donc trouver quelqu'un qui va aider Jean-Nicolas à amener son message au président et à lui Ouais. dire, ben, voici pourquoi j'ai besoin d'un ERP Mhm. récent, par ailleurs. Ouais. Hein, un ERP qui comprend ma manufacture et je vais pouvoir l'implanter progressivement. Et le temps est long, hein? C'est pas un temps court. Non. C'est pas j'achète, j'implante. Tu sais, je- Ouais. c'est la transfo numérique, c'est pas un projet. Un projet, souvent, c'est C'est exécute rapide, là. début et fin, et puis... Exactement. Le Ouais. plus important d'un projet, c'est qu'il y ait une fin Exactement, souvent. Puis, ouais. puis ce qu'on parle, c'est un changement de culture dans l'entreprise. C'est comme le principe d'amélioration continue qu'on Le voyait dans les Kaizen. usines. Kaizen. Les Six Kaizen, Sigma. exactement. Oui. Il n'y a pas de fin à ça. C'est Non. un changement de culture. Puis moi, c'est drôle, je le vois, puis je le dis souvent à mes partenaires, tu sais, je vois la transfo numérique comme l'évolution de ce qu'on fait du Toyota Way, du Lean Manufacturing depuis 20-30 ans. C'est des changements de culture qui ont amené de la productivité. Mm. Mais maintenant, il faut continuer ces bonnes pratiques-là, mais à l'ère du numérique, avec des nouveaux outils, puis que les modèles d'affaires soient supportés par cette abondance-là de données. On se doit de transformer, de valoriser ces données-là en information, puis de pousser l'information à la bonne personne au bon moment, avec les bons rôles et responsabilités pour qu'il puisse prendre réellement une décision basée là-dessus et non pas sur la musique qui joue dans le shop, s'il est de bonne humeur ou pas, puis son expérience personnelle, parce que Jean-Nicolas, il vient d'arriver. Il y a On 25 ans dans l'usine, il n'y a pas 25 ans Non. d'expérience, là. Fait que, On doit Ouais. récupérer la connaissance humaine, la mettre dans certains algorithmes, certains programmes et la distribuer dans l'organisation. Si elle a 2000 employés, moi, je veux 2000 personnes qui peuvent prendre des micro-décisions qui vont aider au processus à bien rouler tout le temps. Fait que ça, pour faire ça, il faut vraiment comprendre le 360 de ce que fait l'entreprise. Comment est-ce que tu approches une entreprise pour comprendre c'est quoi le problème le plus, parce on peut pas tout faire Non, non prioriser. plus. On peut Il pas. faut prioriser. Oui. Fait que quand tu rentres en termes de, diagnostic, c'est quoi les conceptions erronées que peut-être le client peut avoir qui n'a pas encore eu un aperçu de cette culture de transition numérique? Et comment identifies-tu les besoins? C'est quoi les questions que tu leur poses pour diagnostiquer, OK, là, je comprends c'est quoi vraiment le besoin parce que il y a peut-être des similitudes qu'on pourrait apprendre justement à communiquer à l'auditoire de la chaise bleue aussi. Oui. Un des premiers éléments à regarder, c'est la capacité de l'organisation à accueillir du changement. Mm. Est-ce que je suis pris dans une organisation qui ne veut pas de perte, ne veut pas d'innovation, qui veut une continuité? Par ailleurs, je n'aurai pas d'innovation. Et je vais voir tout changement comme un risque d'arrêter ma production ou Ouais. un risque de défaillance ou de perte. Donc, il faut bien comprendre, est-ce que je suis dans un environnement qui peut innover? Est-ce que cet environnement-là est capable de recevoir des idées, des nouvelles idées Ouais. qui vont lui permettre d'aller de l'avant ou pas? Donc, prenons le cas où c'est possible. Hein? OK. Prenons le cas où l'organisation dit c'est C'est beau, OK, let's go, on va let's faire go, quelque chose, on on y sait va. pas, mais on va faire quelque chose. Parfait. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. OK. Et souvent, si on ne le fait pas, je vais donner un exemple. On est dans de l'électronique. Oui. On se rend compte que tous nos nouveaux compétiteurs sont dans l'électronique, mais avec du SaaS. C'est-à-dire que les devices maintenant parlent, alors que nos devices ne parlent pas. Ouais. Absolument. Donc, on est encore sur des petits devices IoT de base, là, on ne récupère rien, ce qui fait que nos compétiteurs ont peut-être déjà ça. Alors là, on est dans une situation où on va dire, ben, il faut que je change. Ouais. Je dois faire un saut, là. Innover ou mourir. Ah, c'est innover ou mourir. OK. Et mon compétiteur a probablement la moitié de mon âge. Mhm. Il vient d'arriver dans l'industrie manufacturing. Je ne l'ai pas vu arriver. Il était à gauche. Il Ouais. vient du champ gauche. Puis je l'ai vu en Californie, puis il a toute cette Ouais. techno-là à, je ne sais pas, 1/10 du prix, imaginons. OK. Ouais. Alors là, rapidement, je te dis, découpler. Continue de faire tes opérations. Crée une cellule d'innovation. Une cellule d'innovation. Crée OK. une cellule d'innovation. OK. Tu ne vas pas déranger ta production. Et probablement que dans ton organisation, ils ne sont pas prêts à accueillir trop de changements. Tu les as entraînés pendant 20 ans, 30 ans à protéger la production, Mhm. coûte que coûte, et soudainement, tu leur dis, on innove, faut bouger, la compétition s'en vient. Mm. C'est beaucoup mieux de protéger cette équipe-là, créer à côté le laboratoire où on va innover et progressivement faire venir des individus des deux côtés
pour être perméable, pour leur faire comprendre que innover, c'est bon. Innover, surtout dans la transformation numérique, ça protège ton employabilité aussi. Exactement. Fait que tu es en train de créer un espace sécure Ouais. pour pouvoir justement trouver des vulnérabilités, le point faible là, que l'entreprise va se planter. Ouais. Et puis tu crées cet espace sécure-là, puis là, tu es en train de un à un séduire. C'est une opération de séduction finalement. Là, Oui. C'est parce qu'on quand on parle de culture, changement de culture, ben la culture, ça vient pas ça vient du patron, puis comment est-ce qu'elle va entrevoir ça. Mais il faut séduire chacun des employés pour démontrer c'est quoi la vraie valeur de cette technologie-là, de cette transition numérique-là. Oui. Et maintenant, l'innovation vient aussi de l'employé. Ouais. Prenons l'exemple tout à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est dans les mains de tout le monde. Absolument. Donc, je prends un exemple de manufacturing. Je prends un PDF d'entretien de machine. OK? Je le rentre. Je l'importe dans mon modèle Chat GPT-4. Hein? Je passe peut-être ou pas par des bases de données vectorielles, Vector Database, et je me retrouve à être capable de converser avec mon PDF. Mon PDF. Ah là, c'est fou, là. Ça, j'ai une fuite d'huile, qu'est-ce que ça doit être? Et puis mon PDF me répond. Puis ça, là, c'est un employé, je dis n'importe quoi, à la comptabilité, mettons, super allumé, qui travaille aussi dans la cellule d'amélioration continue, qui a mis ça dans les mains des gens qui font la maintenance. C'est débile, là. Puis c'est rendu accessible à tout le monde. C'est complètement capoté. Puis, tu sais, je vous écoute parler, là, puis une des phrases qui me vient en tête, c'est celle d'Henry Ford, qui a vécu lui aussi un moment de rupture dans l'industrialisation. Puis ce qu'il a dit, c'est si j'avais demandé aux gens ce qu'ils veulent, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Puis c'est une des grandes erreurs de la transfo numérique, de juste venir numériser ce qu'on fait depuis toujours. Comme tu le dis très bien, Nicolas ou Nico. J'ai goût de t'appeler Nico, là, parce que j'ai goût de poursuivre la discussion avec toi longtemps. Il faut se poser la question en mode innovation. Comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement avec les outils d'aujourd'hui pour créer plus de valeur pour mon client? Faut pas juste numériser ce qu'on fait depuis toujours, faut le réfléchir. Puis ton modèle par cellule d'innovation, c'est sûr que ça peut donner le goût aux autres aussi d'embarquer. Oui, on protège la production, on poursuit ce qu'on a depuis toujours, qui est ce qui rentre l'eau au moulin. Ben oui. On le protège, mais on se permet certains projets en mode innovation. Puis souvent, c'est deux gestions de projets, deux cultures très différentes de mieux exploiter l'entreprise, puis de transformer l'entreprise. Souvent, il faut que ça soit un petit projet pilote qui peut venir à contaminer les autres par la suite si on voit qu'il y a quelque chose qui est beau qui s'en vient avec ça. Là. En innovation, j'ai besoin d'erreurs pour alimenter ma créativité. J'ai besoin de pouvoir me planter plusieurs fois et découvrir ce qui finalement va fonctionner. En production, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, on établit la chaîne de valeur, on établit comment est-ce qu'on veut le produit final. On pense aux Tesla qui améliorent leur voiture à chaque semaine. Avec le feedback des clients aussi. Avec le feedback des clients. Les clients vont payer justement pour avoir cette valeur ajoutée. Mais là, Tesla, elle prend toute cette information-là. Il prend ça et contrairement aux autres, il améliore son produit tous les mois. Il n'attend pas la fin de l'année pour sortir la modèle 2025 améliorée. Un produit du mois d'octobre 2024 ne ressemble pas au produit du mois de janvier. Il y a une petite innovation, mais effectivement, la production comme telle doit être protégée. Alors, fail fast. On doit permettre à l'employé, à qui on a toujours dit « fais pas d'erreur » par ailleurs. Là, on va lui dire je veux que tu sois capable de faire quelques erreurs, c'est bon. Mais dans ce contexte-là du projet pilote d'innovation. Safe room. Oui, exact. On te protège là c'est super. Mais le reste, c'est pas fail fast, c'est execute fast. Ça, c'est dans la production. Nicolas, je le savais que ça défoncerait là, quand je te parlais un petit peu avant le podcast. Il y a comme trop d'atomes crochus dans où on est. Je te pose une dernière question pour finir ça. Dans ton entreprise actuellement, tu sais, imagine, on finit le podcast, là, puis là, c'est l'heure du dîner, puis on se dit, Colin, on va marcher dans le Vieux-Port, c'est magnifique à côté, on se promène, puis il pleut pas aujourd'hui. Il pleut pas aujourd'hui, c'est parfait. C'est parfait. Je suis super content. Puis en marchant avec un café à la main, on s'assoit, puis à côté de la table de pique-nique, je trouve une baguette magique. Puis je suis vraiment quelqu'un de généreux, puis j'ai du plaisir, fait que je te remets cette baguette magique-là. Puis avec la baguette magique, dans ton entreprise, tu peux changer n'importe quoi pour
créer plus de valeur pour tes clients, puis accomplir la mission que tu te donnes. Je t'ai pas demandé la mission d'entreprise, mais ça peut y rejoindre là. Qu'est-ce que tu changerais? L'émotion des gens, peu importe, l'argent, le temps, ce n'est pas des obstacles. D'un coup de baguette magique, tu changes ce que tu veux dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu fais pour accélérer ton accomplissement de ta mission d'entreprise? Ah oui, je prends cette baguette magique-là. D'abord, je la ramasse. OK. Je te dis Ben, je merci. te l'ai donné, ouais. Merci. J'ai la baguette avec moi. Oui. Et je vais abattre les murs. Je vais décloisonner. OK. Et je vais dématérialiser certaines choses. Je vais rendre l'entreprise perméable et l'organisation perméable à son environnement. Écoute ce qui se passe. Fais partie de la société dans laquelle tu opères. Écoute le message, des fois trop technologique pour toi. Apprends, va sur ChatGPT. N'aie pas peur de poser des questions. Qu'est-ce que c'est du code? Ouais. Et si tu fais du code, n'aie pas peur de poser des questions. C'est quoi un EBITDA ou un BAYA? Absolument, Oui. Alors, j'aimerais décloisonner l'organisation et aussi permettre à l'individu de dire tu n'es pas spécialisé. Tu as peut-être un diplôme, un PhD, bravo. Ouais. Mais tu n'as pas à être spécialisé. Tu peux aimer et parler et te prononcer sur différents sujets. On ne te demande pas de te présenter avec ton titre. OK, pour ton client, ce n'est pas important. J'adore ça. Ouais. Ouvre l'espace. Alors, je prends cette baguette-là, je pense que j'en ai bien profité. Hey, c'est quand même fort, là, ça. Là. Puis, tu frappes sur tous les cloisonnements. Puis, moi, j'appelle ça des fois des croyances limitatives. Les gens qui se mettent ces barrières-là qui n'ont pas lieu d'être, mais souvent, puis je le dis des fois aussi, les gens, tu peux être aussi un jack of all trades. You gotta be a master of some. C'est correct. Tu peux avoir ton PhD là ou whatever, pas obligé de soit un PhD, mais faut un petit peu que tu sois curieux. Ça revient à la curiosité, de la façon que tu te mets les bûches. On revient à ça. On voit un thème, un fil conducteur avec M. Nico. Ben, la curiosité, c'est tout agilité. Apprendre, perméable. Aller faire des tests sur ChatGPT aussi, écrivez c'est quoi du code, demandez-y, fais-moi un bout de code pour créer un jeu de tic-tac-toe, ouvrez après ça une base Visual Basic, whatever, des vieilles affaires, des nouvelles, rentrez-les dedans, regardez le jeu, qu'est-ce qu'il y a de l'air, mettez-les dans Excel. Amusez-vous avec ça, la culture numérique, c'est essentiel. Écoute, Nicolas, ça a été un réel plaisir, un gros merci d'être passé au podcast de la Chaise Bleue. Merci beaucoup, Thierry. Merci. J'ai adoré ça de t'avoir comme co-animateur. Complètement. Merci. Je vous dis à bientôt. Manquez pas le podcast. Bye bye.